Bonjour, on est le 23 octobre et je m'appelle Geneviève Comtois. Je suis costumière depuis 22 ans maintenant et je suis très passionnée des vêtements de l'époque de la Régence. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer l'époque de la Régence à travers ces vêtements et aussi vous donner des trucs pour être capable de faire vos propres vêtements de la Régence de la manière la plus économique et la plus efficace possible. Merci. Bonjour! Je m'appelle Geneviève Comtois et je suis costumière depuis 22 ans. J'ai travaillé dans plusieurs champs d'expertise, mais personnellement, j'ai toujours eu un amour inconditionnel des vêtements de la Régence. Et donc, je suis ici aujourd'hui pour vous en parler. Donc, Guillaume vous a déjà bien expliqué en quoi consistait la Régence sur un plan temporel. Moi aussi, je vais aller un petit peu là-dedans, mais avant ça, je vais faire des avant-propos très importants. Ah, ça marche. Bon. Alors, nous ne sommes pas dans un élan de reconstitution. Alors, je veux surtout pas que vous ne veniez pas parce que le costume est un obstacle pour vous. J'aimerais vraiment, en fait, c'est ma mission aujourd'hui, de vous convaincre que vous êtes capable, malgré vos moyens financiers et votre manque de connaissances en couture, de vous bidouiller un costume intéressant qui va vous permettre de jouer le personnage dont vous rêvez de faire à Whitehall. Et j'ai toutes sortes de manières d'y arriver. Finalement, il y a plusieurs chemins et on va aussi vous présenter l'aide qu'on est prête à apporter à chaque participant qui va décider de prendre en charge son attirail de vêtements pour venir présenter tout ça et être très beau avec nous. Deuxièmement, il y a justement dans le suivi par rapport à aider les gens, à tous les lundis soirs à 8h30, pendant 1 heure de temps, je serai disponible, on vous enverra les liens plus tard, sur la plateforme Discord pour répondre à vos questions, vous aider, vous encourager, regarder le bout de morceau que vous venez de vous acheter ou le bout de tissu que vous venez de sélectionner ou l'hésitation que vous avez entre deux patrons et pour discuter avec vous, vous conseiller et puis rire un petit peu, puis élaborer par-dessus tout ça, rajouter des anecdotes et qu'on ait bien du plaisir ensemble. Donc c'est des choses à garder en tête quand je vais vous présenter le reste parce que c'est sûr que là, je vais vous faire une présentation de qu'est-ce que c'était, ou plutôt une vision de qu'est-ce que c'était à l'époque, mais je ne voudrais pas que vous enregistriez tout ça en vous disant « Oh mon Dieu, si j'ai pas ça, là, ça va pas bien. » Il ne faut vraiment pas avoir cette optique-là. C'est un guide, c'est aussi fait pour être divertissant. L'histoire des vêtements est divertissante parce qu'elle est liée à la société, aux mœurs, à la vision que les gens ont d'eux-mêmes, au standing qu'ils veulent projeter devant les gens, bref, leur image, etc. Ça en dit énormément. C'est très lié à la société et on va nager là-dedans aujourd'hui. Alors, je continue. Alors, la Révolution française est aussi une révolution de linge. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on remonte il y a très longtemps, disons à l'époque de Louis XIV. Louis XIV est un roi qui a rasé de se faire débarquer par sa cour de baron. Il a été vraiment traumatisé de ça parce que c'est arrivé quand il était très jeune. On appelle ça l'épisode de la Fronde. Et quand il devient adulte, il se dit « Nanni, plus jamais qu'ils vont me faire ça ». Et il décide d'installer un système pour contrôler ses barons. Et une des manières de faire ça, c'est de construire Versailles, qui est un immense palais magnifique, où est-ce qu'il institue des standards esthétiques au niveau des vêtements. Donc, si on veut faire partie de la cour et si on veut avoir accès au roi, il faut se conformer à ces standards esthétiques-là au niveau des vêtements et de tout son mode de vie, en fait. Et une des caractéristiques de ce standard de vie-là, c'est que ça coûte très cher. Donc, les vêtements, la broderie, la soie, tout le délire qui va avec ça, ça, mine de rien, monopolise une partie importante des finances de la petite noblesse française qui doit en plus résider à Versailles. Ils doivent payer pour résider à Versailles. Donc, leur cash passe à Versailles. Ils n'ont pas le temps de lever des armées et de se rebeller pendant ce temps-là. C'est littéralement ce qui se passe.
Alors, à partir d'un certain moment dans cette optique-là, s'habiller chic avec des vêtements luxueux, c'est se soumettre au roi de France. Et c'est très important pour la suite. Donc, on va continuer ça. Donc ici, on avance un petit peu en avant et disons, on va dire 10 ans avant la Révolution française, ce sont à peu près les vêtements qui ont de cours à la cour de France. Donc Marie-Antoinette et Louis XVI, ils sont habillés, c'est sûr que c'est leurs vêtements de cour, mais les gens qui viennent et les côtoyer, ils tentent de rivaliser avec autant de splendeur sans essayer de sans essayer de piler par-dessus, mais ils essayent d'être aussi beaux qu'eux. Ils essayent d'avoir l'air aussi prestigieux, sérieux, etc. Donc, ils investissent énormément. Et les vêtements des hommes sont extrêmement ostentatoires, autant que les femmes, en fait. On met autant de broderies, on met autant de soie, on met autant de couleurs que les vêtements de femmes. Donc, même si la forme est différente, les appareils et les attributs et les petites fleurs roses sur le costume masculin, ça passe très bien, y compris le pastel. Nos notions de masculinité moderne est vraiment traumatisée par tout ça. En fait, on n'est pas habitué de dire, bon, bien, ça peut être considéré comme masculin d'avoir un entrelacs de fleurs sur son habit, mais à cette époque-là, s'il n'y avait pas du tout de connotation péjorative par rapport à ça, ça va venir plus tard. Donc, 10 ans avant, il arrive la Révolution française. En fait, je vais vous en parler un petit peu avant. La Révolution française, ça apporte ce qu'on appelle l'époque de la terreur. Donc, une fois que la Révolution est faite, il y a une époque qu'on appelle le Directoire, qui est nommée, disons, il y a plusieurs parlementaires français qui se chicanent un peu le pouvoir. Il y a énormément de guillotine qui se joue. Ça veut dire que, tout dépendant de la faction dans laquelle on est, les gens s'accusent mutuellement de trahison, de vouloir aller chercher un pouvoir extérieur pour venir débarquer le pouvoir en place, etc. Et donc, la guillotine se fait aller vraiment dans tous les sens. Et ça devient un symbole psychologique pour les gens, la mort par la guillotine, la mort politique et la mort physique, bien sûr. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie, disons, on va dire des adultes en pouvoir qui y passent et restent derrière leurs adolescents, leurs enfants, qui sont trop jeunes pour que théoriquement il leur arrive quelque chose de pareil, mais ces gens-là sont des survivants derrière. Et ces survivants-là vont former un peu plus tard, 10 ans plus tard en fait, une jeunesse dorée en rébellion totale contre la Révolution. Ils vont pousser ça tellement loin qu'ils vont refuser de prononcer le R quand ils vont parler. Ça va sonner un peu créole, en fait. Ils vont avoir un dialecte anti-révolutionnaire où est-ce qu'ils ne pouvaient pas dire « je suis contre la Révolution », alors ils faisaient juste éliminer la lettre R dans qu'est-ce qu'ils disaient. Ce n'est pas des blagues. Et ils vont s'habiller dans ce qu'on appelle les merveilleuses et les incroyables. Et les merveilleux et les incroyables, ce sont les punks de leur époque. Ce sont des jeunes, ils ont de l'argent par rapport aux punks, je veux dire, les punks modernes, et ils s'habillent pour choquer. Ils s'habillent tellement pour choquer, ils s'habillent littéralement en injures ambulantes. Ils se promènent avec un bâton qu'ils appellent leur pouvoir législatif. Et c'est un bâton qui ressemble à un gourdin d'homme de Cro-Magnon, et ils s'en servent. Je vais vous montrer des exemples d'incroyables et de merveilleuses. Les voilà! Alors, si vous les trouvez affreusement laids, c'est volontaire de leur part. Ils font ça. Alors, ici, on remarque le gentleman qui se promène. Si vous remarquerez, il y a quelque chose qui a changé au niveau de la silhouette masculine. Il y a un petit peu plus d'épaisseur ici. Comme s'il avait voulu rajouter du padding, au cas où ça virerait mal. Il y a aussi... il porte ce qu'on appelle la coiffure oreille de chien, que c'est des cheveux qui sont portés longs. C'est affreux. Il y a une couette en arrière. Ça rappelle l'idée de la coiffure de la personne qui va se faire guillotiner, en fait. Parce que je pense qu'on lui rasait une certaine partie de ses cheveux pour être sûr que la lame passe bien comme il faut.
Et puis, ils s'habillent aussi avec, disons, en respectant pas les codes de couleur. On dirait qu'ils veulent être des panneaux publicitaires ambulants, de dire venez vous battre contre moi. Je vous déteste. Je déteste le pouvoir législatif, le beau gouvernement que vous avez mis en place. J'y crois pas. C'est de la boîte. Et ils ont tous leur bâton. On voit leur bâton, là. Le truc crochu. Il y en a même un qui le brandit comme hey, je sors avec ma blonde ce soir. Donc, c'est ça. Du côté des femmes, je vais m'y attarder juste un peu, mais je vais y revenir plus loin. Les femmes, il y a un mouvement, on va dire, il y a un espoir d'égalité homme-femme qui naît avec la Révolution française parce qu'il y a plein de beaux idéaux qui commencent à cette époque-là. Malheureusement, il y a beaucoup de promesses brisées aussi. Mais à cette époque-là, disons qu'un symbole de pouvoir pour les femmes, ce sont les déesses grecques de l'Antiquité. Et c'était déjà très en vogue avant la Révolution, mais après la Révolution, ça devient une obsession. Donc, les femmes s'identifient tous à une déesse quelconque. Les femmes à la mode, on va dire, parce qu'il y a plusieurs paliers d'adhésion aux tendances. Mais les femmes sont très en mode « je veux porter le chiton ». Le chiton, qui est le vêtement traditionnel grec, et qui veulent avoir quelque chose de léger, qui veulent se débarrasser des corsets. Donc, littéralement, il y a une idée de libérer le corps de la femme qu'on n'a pas vu depuis vraiment très, très, très longtemps. Donc, on voit ici, il y a toutes sortes d'expériences de mode aussi complètement farfelues, comme l'immense chapeau de la dame ici, qui va rapetisser plus tard et devenir le bonnet que vous connaissez. Et puis, on voit déjà comme la robe grecque, là, en fait, le petit truc ici avec les sandales. Les petites sandales avec le laçage qui monte très haut sont très en vogue, même si ce n'est pas du tout pratique. Et puis, le châle pour se couvrir quand il fait froid. Donc, ce sont les attributs. Voyons, les cheveux aussi sont très bouclettes, rubans dans les cheveux, très, très... Il y a eu une étude qui s'est faite au niveau de ces femmes-là, qu'est-ce qu'ils portaient à l'Antiquité, qu'est-ce que portaient les déesses et comment je peux porter ça maintenant en recyclant mes chemises, mes robes, mes trucs comme ça. Donc, les merveilleux et les incroyables. Donc, maintenant, on va bifurquer vers les hommes et je vais rester là-dessus un certain temps. Et ensuite, je vais revenir vers les femmes pour faire un autre segment. Donc, vous avez les hommes, alors ils partent d'assez intenses. Et c'est certain que, bon, il y a des guerres qui se déclarent entre les États autour de la France, mais la mode ne connaît pas de guerre, elle. Elle ne connaît pas de frontières. Eux autres, ils regardent ce qui se passe en France. La France a toujours été un pôle de la mode. Et là, ils se demandent bien qu'est-ce qui se passe dans les rues françaises et c'est quoi ce linge-là. Et il y a certaines personnes qui vont vouloir, disons, les adapter et puis en faire des versions locales chez eux pour avoir l'air un peu funky. Pas aussi extrême que ça, mais on va voir aussi que ça va un peu se calmer au niveau de la largeur et des motifs, des trucs. Mais l'esprit est là. Et c'est la naissance de ce qu'on pourrait appeler le costume masculin tel qu'il a évolué jusqu'à maintenant. Donc, alors ici, afin de s'éloigner tout à fait des allégeances à la monarchie, l'homme décide de se dénuder de tous ses artifices. Plus de dentelle, plus de broderie, des tissus les plus neutres possibles, la plupart du temps sombres. C'est bon pour montrer qu'on est sérieux. Le blanc est un symbole de propreté et la propreté, ça coûte cher à cette époque-là. Donc, c'est une manière de montrer sans aucune soie, sans aucune broderie, sans aucun artifice que l'on est riche. Quand on a des pantalons blancs, c'est qu'on n'a pas besoin de se mettre à genoux, jamais. Donc, tout l'idéal masculin se recadre dans une autre direction sous le traumatisme disons, de cette guillotine qui a tant fait peur. L'idéal masculin se transforme de manière très brutale et ça va donner des codes, justement, qu'on retrouve maintenant dans les habits formels, comme par exemple le smoking. Le smoking reprend encore l'idée d'un manteau très foncé, queue de pie, avec un habit tout blanc et parfois des pantalons blancs ou des pantalons qui fitent avec le manteau. Et on voit aussi l'espèce de la petite veste qui va en dessous, qui est encore à peu près la même si on a changé le collet et puis la longueur et puis la forme. Et on va même reprendre, pour les habits militaires à l'époque avec l'Inde, les officiers qui reviennent d'Inde souvent ont une ceinture à la taille qui est la fameuse ceinture que vous retrouvez sur les habits indiens. Vous savez, comme l'espèce de vêtements très ajustés avec un petit col et il y a une grosse ceinture à la taille. Et c'était offert en cadeau aux officiers qui trouvaient ça très pratique parce que ça cachait un peu la jonction entre leurs habits et leurs pantalons
qui, dans l'action, pouvait commencer à faire flacoter la chemise en dessous. Donc, la petite chemise blanche voulait sortir, finalement. Et mettre une grosse ceinture autour de ça cachait la jonction et c'était souvent une très belle soie ou un tissu fin de cachemire ou tout ça. Donc, pour eux, c'était quelque chose de très pratique et de très chouette à ramener et à montrer. Donc, cette ceinture-là, on la connaît encore maintenant, puisqu'avec le temps, elle s'est transformée dans la ceinture de Tuxedo. Donc, vous vous souvenez, votre bal de finissant, votre chum qui s'est mis une ceinture comme rose, comme votre robe, pour fitter ensemble. Cette fameuse ceinture plissée-là, elle est héritée de la ceinture indienne des officiers de l'armée britannique. Alors, on va ratisser très, 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 très loin en termes d'évolution des vêtements, mais c'est vraiment à cette époque que naît le vêtement masculin tel qu'on le connaît maintenant. Il n'y aura plus jamais de résurgence de belles broderies et de fleurs sur les habits d'hommes, où ce sera extrêmement limité et les hommes qui le feront seront toujours un peu stigmatisés, c'est-à-dire qu'on va penser qu'ils sont un peu bizarres ou qui, essayent de sortir de la norme pour une raison ou une autre. J'ai l'impression que c'est un traumatisme que les messieurs portent encore maintenant, de dire que si ceux qui portaient des choses trop voyantes, trop luxueuses et tout ça, se sont fait tuer. Donc, nous, on ne doit pas faire ça. Et j'ai l'impression que c'est encore une interprétation personnelle, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir comme une sorte de punition qui a été intégrée dans un vêtement et passée à des générations successives sans s'en rendre compte vraiment d'où ça venait. Donc, si vous avez peur des petites fleurs sur votre linge, messieurs, sachez que ça remonte à la Révolution française. Donc, on va commencer avec les sous-couches. Bon, alors, que porte un gentleman? Quelqu'un qui a tous les pièces de sa garde-robe. Parce que, selon votre statut social, vous pouviez avoir juste certains bouts de la garde-robe. Une garde-robe complète, ça pouvait être assez rare quand même. Mais je vais quand même en faire le tour avec vous parce qu'on assume qu'un gentleman a assez d'argent pour se procurer tous les petits bouts de morceaux. Juste pour vous dire, ça coûtait excessivement cher s'habiller et c'était à cause du tissu. Le tissu constituait 90 % du prix d'un habit et 10 % c'était la personne qui le confectionnait. Donc 90 % c'est immense. Pour certains habits, ça pouvait vraiment coûter le prix d'une automobile. Disons, en argent moderne, comme si vous disiez « je m'en vais m'acheter un nouvel habit », c'était comme aussi gros et important dans votre budget que de dire « je m'en vais m'acheter un char ». Donc, il y en avait pour tous les goûts, comme les autos maintenant, mais on pouvait vraiment... c'était un investissement, puis c'était un trésor. Après ça, il fallait en prendre soin, il fallait le réparer. Les tissus étaient passés d'une génération à l'autre, modifiés complètement, reteints, rasés pour revirer de bord. C'était pas rare qu'on décousait un vêtement complètement, qu'on le reteignait, puis qu'on le revirait de bord, puis qu'on le recousait pour utiliser l'autre face du tissu qui était moins usé. On est à ce point-là, là. Ça coûtait le prix d'un char, puis les chars, on les répare. Voilà. Donc, on continue. Donc, ici, on a la chemise blanche. Le lin blanc est très important. Et ça peut être du coton aussi. Mais encore là, il y a beaucoup de politique. Le coton, ça vient d'ailleurs. Ça dépend où vous habitez. La chemise avec un col très haut, petit bouton, un petit bouton ici au niveau des manches. Et puis, vous voyez ici, ils l'ont comme on dirait qu'elle est gaufrée pour être plus proche du corps. C'est parce que les hommes se promenaient rarement en chemise. Ils avaient à peu près tout le temps leurs habits par-dessus et les vêtements étaient conçus comme ça. Par exemple, l'arrière des petites vestes, souvent, c'était un tissu très moche, recyclé, pratiquement un air de linge à vaisselle qu'il y avait dans le dos, tandis que le devant était fabuleusement fantastique et beau. On voyait jamais le derrière. Les hommes enlevaient pas leur veste, tout simplement. Donc, on voyait pas les manches. Donc, les manches pouvaient être complètement... tout collé au corps pour une question pratique, comme ça. Des fois, c'était un peu plus bouffant. Il y avait quand même... c'était pas uniforme. Hein. Les gens disaient, bon, qu'est-ce qu'il y avait de disponible comme quantité de tissu? S'il y a un rectangle de 2 mètres, bon, ben combien il me reste de largeur pour faire ma manche? Il me reste ça. Bon, c'est ça que j'utilise. Voilà la largeur de ma manche. Donc, il n'y avait pas des codes absolus. Les gens faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. C'était vraiment le mot d'ordre. Le bas, ici, c'est la braie, en fait. C'est pas tous les hommes qui la portaient. C'était un caleçon, en fait, qui était surtout pour les gens qui avaient un peu froid ou pendant les mois d'hiver. Donc, c'était comme un petit extra. Il y en a qui les portaient en laine, mais ce qui était considéré comme, on va dire, le caleçon masculin, c'était le fait que la chemise descendait jusqu'en haut des genoux.
Donc, ce que les hommes faisaient, c'est qu'ils montaient leurs pantalons, puis là, ils rentraient leur chemise, ils remontaient leurs pantalons, et c'était ça. C'était ça, leur caleçon. Leur chemise, c'était leur caleçon. Fin de l'histoire. Voilà. C'est facile, c'est pas compliqué. Ils étaient commando tout le temps. Bon. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un corset masculin. Là, laissez-moi vous parler de corset brièvement. Un corset, à cette époque-là, ce n'est pas une histoire de tour de taille. Ils ne veulent pas avoir une taille de guêpe. Un corset, c'est une question de posture. Et c'est très important parce que plus tard, ça va changer, mais notre image de à quoi sert un corset est complètement erronée par rapport à ce que c'était à l'époque. Donc, un corset, c'était pas fait pour serrer le plus possible, mais c'était fait pour que vous soyez obligé de vous tenir droit. Hein, cette posture de danseur de ballet dont vous rêvez, le corset vous la donnait tout le temps, même quand vous oubliez de vous tenir comme du monde. Le corset vous rappelait de vous tenir droit. Ça voulait dire aussi que vous n'aviez pas beaucoup besoin de vous pencher, vous n'étiez pas un travailleur manuel, constamment en train d'être en petite boule comme ça. Donc, les corsets étaient portés aussi par certains hommes, pas tout le monde. C'était vraiment une question de, disons, quel type de physionomie vous aviez, quel âge vous aviez, puis aussi vos goûts personnels. Alors, il y en a qui voulaient le corset et il y en a d'autres qui disaient « pas pour moi, non merci ». Les bretelles étaient portées parce que les pantalons se portaient très, très haut. Pour une raison toute simple, les hommes allaient beaucoup à cheval. Et les habits d'hommes, à ce moment-là, coupaient plus court, puisque quand vous êtes comme ça, bien, votre habit, s'il descend jusque-là, c'est pas joli, ça fait des plis. Vous voulez être super élégant. Donc, votre habit va monter un petit peu plus haut. Et donc, vos pantalons vont devoir compenser pour votre habit qui est absent d'une certaine zone de votre corps. Donc, les pantalons se portaient vraiment, on va dire, à la taille naturelle, juste ici. Et c'était vraiment pour une raison de vous promeniez à cheval tout le temps. Donc, le bouffant des pantalons, de la coupe, était vraiment conçu pour ça, vraiment. Donc, la bretelle, qui n'avait pas d'élastique, qui s'arrangeait avec les moyens du bord. Et puis, il y avait toutes sortes de techniques. Là, ici, c'est une bretelle très simple, mais il y a d'autres bretelles qui ont des espèces de systèmes de ganses de cuir en U qui permettent d'absorber un peu le mouvement du corps pendant que le monsieur bougeait. Niveau pantalon, eh bien, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot « les sans-culottes ». Les sans-culottes, c'était un groupe de la Révolution française et ça parlait vraiment de culottes. Mais quand on parle de culottes, ici, on parle en fait, du pantalon qui se termine en dessous du genou. C'est ça, une culotte. C'est pas une braie. Une braie, c'est ce qui va en dessous. La culotte, c'est le petit pantalon, finalement, qui comporte un joli petit bas avec. Le petit bas, encore là, c'était une question de statut social. Ça coûtait cher, c'était blanc. Quand tu avais un petit bas, tu avais de l'argent. Le petit bas ne tenait pas tout seul. En fait, j'ai un exemple de petit bas ici. Voici un petit bas. Donc, les hommes et les femmes portaient les mêmes petits bas. Mis à part, il y avait pour les madames des petites broderies, même pour les messieurs. Des fois aussi, en fait, moins après la Révolution. Mais il y avait peut-être des petites broderies, des petites décorations qui s'ajoutaient avec. Ça était tenu par une jartelle, qui était en fait genre un petit ruban qui était mis finalement juste avant que le petit bas se termine en haut du genou. Et ça tenait le petit bas en place avec la tension qui était aussi dans le bas de la culotte avec un autre petit fil. Donc, ces deux trucs-là combinés faisaient que les petits bas ne se sauvaient pas. Voilà. Plus tard, est arrivé le pantalon. Et le pantalon s'est mis à se décliner de plein de façons. Donc, le pantalon, c'est bien pratique, pas besoin de petits bas. Donc, les sans-culottes étaient en fait des gens qui portaient des pantalons. C'était ça leur acte révolutionnaire. « J'ai un pantalon! » Donc, on les voit ici. En fait, plus on est au début du mouvement, plus c'est la ligne d'en bas ici que vous voyez. Donc, il y en a plus ajustés, moins ajustés, etc. Et plus on avance dans le temps, c'est en haut les pantalons de marin qui étaient tout flouque, tout larges. Se sont mis à gagner en popularité auprès des dandys. Donc, les dandys se sont mis à porter des pantalons de marin. Et ça, c'est la ligne d'en haut. On voit qu'ils sont un petit peu plus larges. En 1815, c'est tout à fait approprié d'avoir un pantalon presque bouffant pour un homme, avec un petit chausson noir en bas, mais j'y arrive plus tard. Par-dessus la chemise et le pantalon, on trouve la veste. Et la veste, bon,
Ici, on a un exemple comique, en fait. C'est pas comique, mais c'est, disons, quelqu'un qui porte deux vestes. Une veste avec juste un petit bout rouge et par-dessus ça, une autre veste. Donc, ça donne l'impression que toute la veste du dessous est rouge. Bon, le rouge coûtait un peu cher. Donc là, ça disait vraiment, moi, j'ai les moyens d'avoir une veste rouge que je cache en dessous de toutes mes autres affaires. Mais en réalité, c'est juste un petit bout. Donc, c'est assez drôle. Les collets des vestes, comparés aux collets de vestes contemporaines maintenant, ils avaient des collets hauts. Ils avaient des collets très hauts parce que c'était pour supporter le collet et la cravate, dont nous allons parler plus tard. Mais c'est vraiment la caractéristique principale des vestes de cette époque-là. On a aussi la veste croisée, ici, double breast, comme ça, qui faisait un petit peu plus fancy. Donc, c'était différents styles qui étaient portés, qui pouvaient être portés pour la même personne selon son goût. Vraiment, il pouvait avoir plusieurs pièces dans son garde-robe. Les tissus étaient beaucoup moins flashants qu'à la Révolution, qu'avant la Révolution. Donc, au niveau de la noblesse anglaise, ils étaient pas, ils avaient beaucoup moins la rayure, même s'il l'a un peu ici. Ils étaient plus vers des tissus avec des motifs légers. Mais ils évitaient le gros brocart luxueux qui était comme avec du doré puis tout ça. Ça, c'était non. Ça se voulait léger. Et par-dessus la petite veste, on mettait le fameux côte à queue, qui était le standard de la mode anglaise. C'était tellement le standard, en fait, qu'il y avait... C'était vraiment des exceptions, ceux qui ne le portaient pas au niveau des gentlemen. Donc, tout le monde portait à peu près la même coupe de vêtements au niveau de la veste. C'était le top du top. Ce qui change avec le temps, c'est la hauteur de la veste, c'est la largeur des panneaux, c'est à quel point la fermeture embarque une par-dessus l'autre en avant, aussi où sont placés les boutons. Et si vous ne le voyez pas ici, mais Beau Brummel, on va parler un petit peu de lui, qui était un leader de ce genre de vêtements-là, avait trouvé une manière, avec son tailleur, de faire cacher des poches dans son côte à queue, dans la queue en arrière. Donc ici, là, dans le petit pli. Pourquoi il y a un petit pli? C'est parce qu'il y a une entrée secrète pour deux poches. Donc, ils pouvaient ranger leur argent dans leur côte à queue en arrière. Sinon, il y avait des petites poches au niveau de la veste. Il y en avait aussi dans le pantalon, mais il y avait vraiment des poches de cachées en arrière. C'était assez comique. On continue. Alors, au niveau des souliers et des chapeaux, alors, il y a un peu de tout. Donc, on a les bottes. Les bottes sont très à la mode parce que les soldats sont très à la mode et les soldats portent des bottes. Il y a aussi l'idée de l'homme d'action parce que, disons, l'idéal masculin est passé un peu de l'homme qui faisait des discours à l'homme qui est un militaire. Donc, on sent toute l'influence de Napoléon ici. Napoléon est comme une sorte, disons, on aime le détester, mais on l'aime secrètement parce qu'il est donc bien beau. Fait que le militaire devient très en vogue et donc l'idée de porter des bottes à l'intérieur, qui était un peu prescrit, c'était proscrit, pardon, c'était pas du tout accepté d'arriver avec ses bottes, c'était comme arriver avec ses running shoes dans un restaurant très, très chic. C'était pas bien vu, mais disons, à l'époque de la Régence, c'est rendu quelque chose de tout à fait OK, de rentrer et de porter ses bottes toute le bal. En autant qu'elle soit propre, polie avec du champagne, si possible, comme Beau Brummel aimait le faire. On a aussi le petit, ce qu'on voit ici, le petit soulier, là, c'était le soulier de danse. Alors, ils avaient des petits chaussons de ballet qui étaient pratiquement comme ceux des dames, en fait. La coupe se ressemblait beaucoup, mis à part que c'était du cuir noir. Et petit détail, ils pouvaient agrémenter ça avec de petites broches qui étaient... on va dire le seul bijou qui s'autorisait, mis à part la montre. Donc, la petite broche qui s'enlevait complètement du soulier parce qu'elle coûtait très cher. Souvent, il y avait peut-être des pierres dessus ou était dans un métal précieux. Donc, on ne la laissait pas avec une vulgaire paire de chaussures. On l'enlevait, on la mettait dans son tiroir et puis, quand on s'habillait le matin, on choisissait sa paire de chaussures et sa broche pour attacher ses chaussures. C'était deux trucs complètement différents. Parce que ça se passait de famille en famille, tandis que vos vieilles galoches, des fois, vous ne les passiez pas à vos enfants. Et ici, la fameuse botte, si vous voyez, si vous vous souvenez, si vous avez des images d'une botte avec un haut brun, alors c'est vraiment la botte de jockey, qui était très en vogue à l'époque. Par contre, elle est difficile à acheter maintenant parce qu'elle coûte cher. En fait, elle n'est pas difficile à acheter. Si vous avez 300 $ dans votre compte de banque pour une paire de bottes, vous pouvez vous en acheter une paire. Mais disons qu'il y a des tutoriels qui existent sur comment transformer une paire de bottes noires avec pas de bout de brun, comment rajouter un bout de brun. Ça existe. On pourra en parler plus tard. Au niveau des chapeaux, le high hat, le
top hat, en fait. C'est une mode qui apparaît justement au courant de la Révolution et après. Et on disait que c'était tellement impressionnant pour les femmes. Il y en avait des très, très hauts. Ça, c'est la version Wish à 6 $. Donc, il y en avait des très hauts, disons, qui pouvaient monter jusque-là, qui pouvaient avoir vraiment une forme un peu Mad Hatter. Et on disait que les femmes s'évanouissaient dans la rue quand elles voyaient ça, tellement elles étaient impressionnées. Mais on ne dit pas si c'était de peur ou d'amour. Ça, c'est pas spécifié. Peut-être que les deux allaient ensemble, de manière toxique, voilà. Donc... Mais il n'y avait pas que ça. En fait, le bicorne était considéré comme quelque chose à porter lors d'un bal. Donc, vous aviez un chapeau pour votre bal et votre chapeau haut de forme était ben trop pas chic pour votre bal. Il fallait que vous mettiez votre bicorne. Et bon, c'est ça. Donc, c'était vraiment une autre manière de dire, nous, on a un uniforme pour aller au bal, on n'utilise pas notre linge de tous les jours, on est riche. Une autre manière de montrer sa richesse. Et vous avez, bon, les chapeaux de l'armée, des chapeaux pour les clergymen, et puis toutes sortes de différents chapeaux, de chapeaux à la mode que vous aviez à cette époque-là. Maintenant, on va parler de la cravate. Alors, la cravate, ici, ce que vous voyez, tout l'exemple de cravate-là, ça vient, je vous avertis, ça vient d'un journal satirique de cette époque-là, où est-ce qu'ils riaient des gens qui se faisaient des cravates compliquées. D'où viennent les noms, d'où viennent... Mais c'est quand même... Il y a quand même un fond de vrai, mais les noms ne s'appelaient pas comme ça nécessairement. En fait, une chose à se rappeler de l'époque, donc tous les hommes qui avaient été privés de toute leur manière d'exprimer leur identité à travers leurs vêtements pour se faire imposer le manteau à queue de pie, pas beaucoup d'ornementation et tout ça. Une des manières qu'ils avaient d'exprimer leur personnalité à travers leurs vêtements, c'était de deux manières, leur cravate et leurs cheveux. Alors, la cravate, elle avait des codes et elle signifiait des choses. Okay? Beau Brummel disait qu'il fallait beaucoup de lin blanc dans sa vie pour être respecté. Il fallait en avoir en masse du lin blanc. Et les cravates étaient des sculptures d'origami dans le cou des hommes. Les plus à la mode faisaient vraiment des trucs pas possibles que je vais vous montrer un peu tantôt. Et certains qui voulaient signifier qu'eux, ils n'embarquaient pas du tout dans cette affaire-là, se faisaient simplement un petit foulard tout simple dans le cou, mais ils étaient vraiment en train de dire « moi, je refuse votre mode ». Mais la plupart des jeunes gens qui avaient envie, disons, d'embarquer dans la société, puis tout ça, se faisaient des nœuds de cravate très créatifs. Et ils se les faisaient la plupart du temps pas eux-mêmes, ils avaient des valets à la maison, parce que des cravates, si on veut que ça tienne de manière élégante toute la journée, il faut la changer plusieurs fois pendant la journée. Donc, vous avez un valet préposé à vos cravates. Vous avez quelqu'un à la maison qui a une quantité X de foulards de lin blanc qui sont déjà empesés. À cette époque-là, ils utilisaient de l'amidon de riz. Maintenant, on a ça. Speed Starch, ça c'est super. Ça se trouve en pharmacie, dans les Jean Coutu et autres, dans la section du lavage. Vous pouvez trouver ça. Ça coûte pas cher. Et donc, ils empesaient toutes les cravates, ils les séchaient avec leur beau fer à repasser qu'ils utilisaient sur des petites briquettes en bois. Ils avaient leur barbecue à fer à repasser, puis là, ils faisaient ça. Donc, les valets attendaient que leur maître rentre pour dire « Changez ma cravate » et changeaient la cravate. Et il faisait ça plusieurs fois par jour. Il fallait qu'il lave les cravates pour qu'elles restent bien blanches. Le blanc coûtait cher à garder. C'était un statut, c'était un standing vraiment d'avoir une belle cravate bien faite. Donc, je vous invite en fait à réfléchir un petit peu à votre cravate de personnage, voir comment vous pourriez utiliser votre cravate pour donner une attitude à votre personnage, pour révéler votre identité. Je vais vous montrer plein de beaux exemples. Voici des selfies de l'époque avec tous ces messieurs. Celui-là vous juge en particulier, là, particulièrement. Là. Donc, on voit ici toutes sortes de manières de se provoquer une tornade de lin dans le cou. Il y a certains qui préfèrent pratiquement annuler leur cou, comme celui-ci. Il y en a d'autres qui veulent vraiment que l'on voit qu'il y a un petit nœud en avant, mais avec une petite tornade de plissé accordéon. On les voit ici et là. Et là, c'est très en vogue à une certaine époque. Et les cheveux aussi. Les cheveux sont d'un négligé étudié. Donc, les hommes plaçaient leurs cheveux. Ils ne faisaient pas juste se lever du lit. En fait, probablement qu'ils voulaient avoir l'air de s'être levé du lit, particulièrement lui, là. Il voulait avoir l'air d'avoir ses couettes toutes collées d'en face, mais c'était vraiment fait pour imiter
un peu, on va dire, la chevelure romaine, hein? Les petites couettes qui vont dans la face. Ça fait très Napoléon aussi, là. Donc, je suis en bataille. J'arrive de la guerre, madame, avec mes cheveux. Et mon esprit est tourmenté et mes couettes s'en vont dans tous les sens. Donc, c'est... On voit l'idée un petit peu derrière la cravate. Et donc, à partir du moment où je vous ai présenté toutes les choses ici, maintenant, on va parler de comment vous allez vous débrouiller pour vous confectionner tout ça. Et vous allez voir, c'est intéressant. Alors, il y a 3 voies qui s'appliquent à vous pour votre costume. Vous pouvez faire votre costume au complet à partir de patrons. Nous avons des patrons que nous pouvons vous envoyer par PDF gratuitement. À partir de là, vous pouvez les faire imprimer chez vous tout seul. Ou si vous n'avez pas envie de coller des feuilles de 8,5 par 11, vous pouvez aller aussi à votre imprimerie locale avec ce fichier-là. Et ça va vous sortir des belles feuilles de patrons, comme on voit ici. Donc ça, c'est un patron de côte à queue. Et donc, ça vous fait des belles pièces de patron pour une vingtaine de dollars par patron. Donc, ensuite de ça, il y a acheter son costume tout fait. Donc, vous pouvez, en ligne, il existe des endroits où vous pouvez acheter votre costume. Je vous dirais que, tout dépendant de qu'est-ce que vous voulez comme costume, ça peut, pour un habit, disons, militaire fait au Pakistan, vous pouvez partir à 300 $. Pour un habit côte à queue de la Régence, ça va vous coûter le prix d'un vrai habit pour homme, parce que ça prend du temps. Il y a toute une structure interne à mettre à l'intérieur du vêtement que je peux vous montrer pour les curieux tantôt, qui consiste à appliquer différentes couches pour solidifier les épaules, pour que tout tombe parfaitement bien, pour que vous puissiez prendre votre manteau, le jeter contre le mur, le reprendre, le remettre, et tout est encore beau. Donc, tout ça, ça coûte des sous, malheureusement. Donc, vous pouvez vous attendre à un 700-800 $ si vous décidez de l'acheter vous-même, tout fait de quelqu'un qui va vous le faire sur mesure. Et puis, ensuite de ça, il y a l'option que je vais vous présenter ici qui était faire votre costume à partir de pièces de friperie. Voici un exemple des patrons que j'ai tout de suite en stock, là. Vous pouvez me donner votre courriel et je vous les envoie, en gros. Donc, c'est un peu ce que j'ai montré tantôt. Et maintenant, on va aller voir ce que j'ai trouvé en friperie. Alors, ça m'a coûté 13 $. Ici, ce qu'on voit, le premier manteau, c'est un manteau de femme des années 90, je l'estime. Aux années 90, il y avait une étiquette de « Fait au Québec » dedans. C'est un manteau en laine avec un petit collet en velours, des petites poches ici, un petit rabat en velours. Il manquait des boutons. Le côte est très, très droit. C'était un large, donc ça fait un homme large avec des bonnes épaules, ce qui est très chouette. Et à côté, il y a la petite veste, qui est une veste qui était en laine devant et derrière, qui doit dater aussi des années 90 à peu près, dans son style. C'était le genre que mon papa y mettait pour se garder au chaud l'hiver avec sa chemise, là. Donc, il y a ces 2 pièces-là, et à partir de là, on va les transformer. Donc, au niveau de la veste, on va lui rajouter des petits rabats, finalement. Ce qu'on veut, c'est que là, elle s'ouvre comme ça, donc on veut la fermer comme ça. Et puis, on veut aussi lui rajouter un collet haut, parce qu'on veut pouvoir mettre une belle cravate en dessous qui va vraiment se lever, se coller sur nos joues, et vous allez avoir un air hautain avec votre beau collet. Pour le manteau, alors là, il est plié en 2 à plat par terre. On trouve finalement une manière de faire une porte sur le devant pour ne garder que l'arrière, et aussi de changer les boutonnières, et aussi de faire une petite pince dans le dos pour lui enlever ce look complètement droit du manteau, puis plutôt de le resserrer, parce que les manteaux d'hommes avaient des lignes, on va dire, le dos était un peu creusé et ça repartait vers l'arrière comme ça. Donc, pour souligner la taille masculine, on lui fait des pinces. Et toutes ces techniques-là, si ça vous intéresse, je vais les donner quand on va faire nos fameux lundis couture. Donc, je vais être disponible pour les questions, mais il va y avoir aussi des lundis couture thématiques, où est-ce qu'on va vraiment passer à travers toutes les photos. Oui, j'ai pris des photos à chaque étape de la confection et de la modification pour vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire selon ce que vous trouvez. Ça va vous donner le temps de vous trouver une pièce de vêtement à modifier aussi, parce que c'est important. Je peux vous aider à adapter la modification selon ce que vous réussissez à trouver en boutique, parce que vous ne trouverez pas toutes la même chose. Donc, on part de là. Alors, le résultat final pour l'habit, voilà, il est... on ne le voit pas tout à fait bien, je crois, à cause de la lumière, mais on a changé tous les boutons du devant. Il y a des pinces en arrière avec 2 petits boutons.
les rabans ont été gardés et on a fermé le col qui s'ouvrait beaucoup plus large. Ici, les panneaux, on les a remontés pour que ça se ferme un petit peu plus haut, qui est comme plutôt l'époque de la Régence. Et là, je vais passer à une autre étape qui est la bavette. Parce que là, vous pouvez, si vous voulez, si vous êtes très motivé, vous pouvez vous faire une vraie chemise complète qui va vous servir de caleçon. Vous pouvez y rajouter votre accordéon fait avec bien empesé pour que ça donne vraiment un effet d'une tempête de plis dans votre cou. Ou si vous n'avez pas le temps pour ça, on peut se faire une belle bavette ensemble qui va faire le même travail. Alors, on va commencer à habiller monsieur ici. Donc, alors la bavette, ça fait... Vous mettez n'importe quelle chemise blanche moderne en dessous, en gros, et vous rajoutez ça par-dessus. Voilà, avec un petit cordon en arrière. Là, il n'y a rien qui est empesé. Ça tient un peu, mais l'empois, quand on rajoute l'empois, ça tient comme ça. Donc, et ensuite de ça, on peut rajouter une cravate qui est à la base, en fait, un carré de 36 pouces par 36 pouces qu'on a savamment plié avec amour. En fait, que ça ressemble à un foulard scout un peu. Et donc, je vais vous le replier. Le fait d'utiliser plein de plis rajoutait à l'épaisseur du cou. Et vous vous souvenez du monsieur qui avait voulu annuler son cou tantôt? C'était dans son... ça servait son propos, ça servait son objectif. Comme ça. Donc, on le plie comme ça. Et ensuite, on va savamment l'attacher comme ça devant. Là, selon à quel point vous voulez conserver votre cou ou pas, vous allez serrer ou pas serrer votre foulard. Vous pouvez juste littéralement faire un petit nœud avec le bout, comme ça. Placez vos petites pointes avec amour pour que ça soit vraiment sophistiqué. Placez toute votre affaire. Et avec vos petites pointes ici qui font semblant d'un collet de chemise. Avec ça ici. On rajoute à ça la veste qui a été modifiée. Donc, j'ai pris ma veste en laine, qui était dans laine des deux côtés. Elle était chaude. Alors, j'ai changé le dos. J'ai mis du lin parce que ça respire mieux. Et j'ai récupéré le tissu du dos pour faire les bouts que j'ai rajoutés. Donc, le collet et le petit morceau ici sont faits dans le même tissu. Alors, il n'y paraît presque rien. J'ai pas changé les boutons. Quelqu'un d'un peu plus fanatique, qui avait un peu plus de temps que moi, aurait changé les boutons pour en faire, disons, des boutons, soit des boutons en métal ou des boutons faits avec un tissu, le tissu du manteau. On attache ça, comme ça. Vous voyez là, on fait sortir la petite tempête ici. La chemise qui a l'air de dire « Je veux m'échapper de cet endroit, il fait chaud. » Et vraiment, cette idée-là, vraiment, c'est comme si vous débordiez de partout, vous et votre lin. Et ensuite de ça, on rajoute le manteau ici, qui est notre beau manteau des années 90. Ah, attendez, je vais resserrer le dos ici. Voilà. Qui était votre beau manteau des années 90 qu'on a transformé pour qu'il devienne un côte à queue. Et que ce soit tout à fait acceptable. Les manteaux étaient souvent portés ouverts par les hommes. Donc, en fait, on les boutonnait seulement dans les moments très formels ou quand on avait vraiment envie de montrer qu'on se tenait droit ou que vous alliez rencontrer votre belle-mère ou votre beau-père pour la prochaine fois. Mais aussi, bon, c'est ça. Mais sinon, ils les portaient ouverts comme ça. Donc, ça avait l'air très casual, relax. Et avec ça, vous pouvez rajouter un vieux pantalon de couleur, l'idéal, c'est pâle ou assorti avec votre manteau. Mais ici, bon, cette belle paire de corduroy ici ferait tout à fait le travail pour créer l'illusion d'un costume de la Régence. Donc, je vais juste passer à travers les photos de cravate rapidement. Ce que je viens de vous montrer, mais version photo.
OK? Et donc, on a ici ce que je vous montre là. Et pour, disons, incluant les accessoires, le lin et tous les cossins que vous devrez acheter pour modifier ça, vous allez vous en tirer pour à peu près 60 $ pour avoir l'air du beau Monsieur Darcy. Messieurs, vous n'avez plus de raison de ne pas venir à cause du costume. Pardon? Moi, je préfère celui de droite, mais là, je ne vais pas partir cette guerre-là maintenant. C'est bon. Bye bye, Monsieur Darcy. Bon, au niveau des autres corps de métier, vous pouvez choisir aussi d'être un clergyman, un pasteur. Les pasteurs avaient le droit de se marier à cette époque-là, donc c'était des gens qui étaient un peu moins outcasts de société, disons, que ce qu'on est habitué maintenant. Ils vivaient avec leurs enfants, leurs femmes, etc. On voit ici 2 exemples, disons. Il y avait la fameuse cravate d'office, en fait, qui ressemble aux cravates de juge maintenant. C'est bizarre qu'il y ait eu un transfert comme ça. Donc, la cravate comme ça, qui était la cravate du clergyman pour quand il donnait son office. Sinon, quand il se promenait à l'extérieur ou quand il allait au bal, il se promenait habillé comme le monsieur juste à côté. Donc, c'était à peu près ça, mais tout en noir et malheureusement pas de tornade de lin dans votre cou. C'était vraiment... il portait ce qu'on appelait un stock, qui était la vieille cravate à l'ancienne que Georges III aurait sûrement beaucoup aimé, qui est littéralement un bout de tissu préplissé qui s'attache en arrière avec une petite attache en métal. Tout simple, vraiment, c'est tu te lèves, tu mets ça, voilà, j'ai ma dignité et je pars faire ma job. Ensuite de ça, bon, il y a un bout que j'aime beaucoup. Regardez-moi ces popounes-là. Je dis ça parce que parmi toute la classe des sociétés qui ont été affectées par le post-Révolution française, les militaires sont ceux qui ne se sont pas vraiment débarrassés de leur broderie puis de leur panache et de leur tissu magnifique et de leurs poêles et de toutes leurs affaires. Eux, ils ont tout gardé ça. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer aussi qu'il y a très peu de militaires qui ont passé à la guillotine. Peut-être qu'ils n'avaient pas peur. Et peut-être que les gens qui ont fait la Révolution ont dit « Je ne vais pas guillotiner ceux qui ont des guns. » Ça pourrait poser des problèmes. Donc, on a vraiment 2 exemples, littéralement, de ce qui se promenait. Donc, d'abord, il y a Napoléon Bonaparte, ici, qui pose sur son cheval. Sachez qu'à l'époque de ce portrait, qui n'a pas dû poser très longtemps, comme ça, à cette époque de ce portrait-là, il n'est même pas encore empereur. Et il est en train de se rendre à Paris. Il a déjà compris que son image est extrêmement importante et donc il fait déjà peindre des portraits de lui-même où il a l'air du héros sauveur de la France. Et ces portraits-là, ensuite, il y a plein de copies qui existent et qui ont été diffusées un peu partout à l'intérieur de la France, comme des cadeaux et de la propagande pro-napoléonienne. Et déjà, son image influence vraiment, elle terrifie et elle fascine les cours, en fait, et les militaires qui sont autour de la France. Donc, malgré le fait que ceux ici ne sont pas français, ils ont adopté les codes vestimentaires à la napoléonienne, donc ils vont vraiment aussi pousser leur look. Napoléon, quand il va se mettre en poste plus tard, il ne va pas adopter le linge très sobre pour une simple et bonne raison, c'est qu'il sait que la France dépend beaucoup de l'industrie de la mode, des broderies, toutes ces choses-là. C'est une industrie qui est complètement tombée après la Révolution française et lui, il s'est donné commission de faire vivre cette industrie de la broderie et des parures-là, mais ça va être réservé aux soldats citoyens. Mais justement en Angleterre, et etc., les militaires ne se gênent pas. Eux aussi, c'est rendu des gens importants en société. Donc, regardez comment ils s'habillent. Ces beaux militaires anglais, vous les voyez dans 2 extrêmes de leur vie, ici. Ils sont vraiment fâchés, ici. Et ça, c'est après la bataille. Ça s'est bien passé. D'ailleurs, celui-là, celui où ils font la fête, ça dit que c'est vraiment la fête de la victoire. Donc, après Waterloo. Donc, vous remarquerez que les bordures et les coupes ne sont pas entièrement pareilles. Chaque régiment avait à peu près son style, sa préférence. Quand un régiment était formé, ils se faisaient tous leurs habits, ils fitaient tout ensemble, puis après ça, ils partaient à la guerre. Donc, il y a une certaine liberté si jamais vous décidez d'acheter des costumes tout faits en ligne pour qu'est-ce que vous allez avoir comme parure, etc. Ça va être très difficile pour quelqu'un en salle de vous dire «
cet habit-là, je pense qu'il est prussien, là, il n'est pas anglais. Non, c'est ça, ça va être correct. OK, si vous arrivez avec un bel habit qui respecte à peu près la base de ce truc-là, il peut être de d'autres couleurs aussi, le bleu marin, le blanc, etc. C'était toutes des couleurs qui étaient utilisées. Donc, si vous respectez à peu près l'esprit de l'habit militaire de l'époque, vous pouvez jouer un militaire en salle en vous achetant soit un habit tout fait, ou si vous avez beaucoup de patience, je suis prête à vous accompagner dans cette aventure folle de l'idée de se faire un costume militaire soi-même avec toutes les bordures et les choses que ça implique. On se rejoindra lundi. C'est bon? Maintenant, on va passer aux femmes, parce que je vous ai délaissé un peu. Alors ici, on retourne à l'image de la déesse grecque. Et donc, et la fascination pour l'Antiquité. Ici, on voit une guitare de l'époque de la Régence. C'est vraiment de cette époque-là qu'est née cette guitare-là. J'ai déjà vu une de ces guitares-là en vrai et j'ai parlé à quelqu'un qui en joue. Il m'a assuré que le son n'était absolument pas différent d'une guitare normale. Pourquoi qu'elle a cette forme-là? Je vous laisse deviner la fascination qu'existe l'époque de l'Antiquité sur les gens. Donc, c'était vraiment des guitares qui étaient faites pour avoir l'air des luttes. Ils sonnaient comme des guitares. Et bon, on voit ici la femme qu'on a vue un petit peu plus tôt, mais là, on se focus sur elle. Donc, elle a son habit de déesse grecque, qui est un peu transparent. Elle a ses chaussures, pas ses chaussures, ses sandales grecques. Elle a son petit truc. Et elle fait un petit X avec ses doigts comme ça. C'est parce que le monsieur en face, comme elle n'est pas très habillée, il pense que c'est une prostituée. Alors, il veut lui donner de l'argent. Et elle fait comme « Que nenni, je ne suis pas une prostituée. Je m'habille comme ça pour mon plaisir et pas pour le tien. » Et donc, c'est un symbole fort de libération de la femme. Je m'habille en déesse grecque, pas pour coucher avec toi, mais pour être une déesse grecque. Cette image, cette gravure-là est largement répandue, en fait. C'est une des icônes, c'est une des images iconiques de cette époque-là. Si on peut s'attarder un peu aux tests de mode qui ont été faits par les merveilleuses. Donc ici, on a la petite robe de sortie qui, vous voyez, est un peu asymétrique, est un peu croche. Il y a des lauriers dans les cheveux. Il y a eu beaucoup d'exploration de la mode à cette époque-là. Les gens ont essayé plein de choses. Il n'y avait plus personne pour leur dire précisément quoi faire et quoi porter. Et il n'y avait plus de reine pour dire qu'est-ce qui était de bon goût. Alors, les gens se sont... C'est comme un paquet de monde que tu libères tout d'un coup puis qui se mettent à courir dans toutes les directions, puis à faire comme moi, je vais faire quelque chose d'extraordinaire, puis tout ça. Et il y a eu vraiment plein de choses bizarres, étranges, fabuleuses. Et de tout ce bouillon-là est née justement la robe de la Régence telle qu'on va la connaître et qui va évoluer avec le temps. Et je me demande vraiment qu'est-ce qu'il faisait avec ce bonnet-là dans le vent. Peut-être que c'était pour capter du vent. Tu sais, elle a le toupette qui s'envole. Peut-être que c'était fashion, le toupette qui s'envole, je sais pas. Mais elle avait l'air très heureuse. Un autre exemple de merveilleuse ici, les merveilleuses que vous voyez là, avec tous ces habits blancs et ce rouge qui est vraiment placé de manière en petite bande, c'était c'était des merveilleuses qui s'en allaient au bal des condamnés, en fait. C'était des gens qui allaient faire une sorte de reconstitution. C'est des bals où est-ce qu'il fallait que tu proclames comme quoi tu avais une personne de ta famille qui avait été guillotinée pour y aller. Et tu portais des bouts de ruban rouge sur ton vêtement qui signifiait la coupure du cou. On parle vraiment d'un traumatisme de société qui a été canalisé en linge. Donc, vous avez vraiment un exemple ici là, de, disons, des gens, comment est-ce qu'ils se font une thérapie de groupe pour passer à travers un événement traumatique. Eh bien, ils faisaient des balles de condamnés. Vraiment, ils s'habillaient comme ça pour y aller. Donc, en Angleterre, pendant ce temps-là, il n'y a pas eu de guillotine, mais les femmes sont très intéressées par ce qui se passe en France. Ils trouvent que c'est bizarre ce qui se passe dans la rue, mais c'est aussi intéressant, puis il faudrait s'y intéresser parce que, bon, la mode vient de là. Donc, on a ici, à Londres, en 1803, bien, ils commencent à essayer des affaires. Ça ne marche pas tout le temps, c'est un peu bizarre. C'est comme s'ils essayaient de recréer quelque chose qu'ils voyaient à distance parce que là, la guerre est établie. Donc, ils font des tests. Ils essayent des trucs. Puis, bon. Voilà, ça donne... ils ont l'air de se promener un peu en robe de chambre, moi, je trouve. Un petit peu plus tard, là, ça se complexifie. En fait, ça se complexifie. Les choses se posent un peu. Donc, la robe de la Régence au début, donc de 1800 à 1805, 1807, c'est des robes qui ont l'air des immenses chemises qui sont serrées à la taille par une
par une petite ceinture. Donc, il y a des plis en avant sur le ventre aussi. Donc, il n'y en a pas juste au niveau de la poitrine, il y en a vraiment en dessous ici. Il y a des plumes, des turbans, des frisettes, ça y va partout. Donc, c'est un peu le party, ce costume-là. Il y a... est-ce que ce serait un motif d'ananas ici? Je ne l'avais pas remarqué tantôt. Oui, il y a des ananas qui sont brodés sur les vêtements. Les ananas sont une figure exotique qui intéresse. Les turbans aussi. En fait, l'Empire ottoman, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui... L'exotisme fascine et les femmes le reprennent dans leurs vêtements. Les soies qui arrivent des colonies, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'ils veulent montrer, qu'ils veulent intégrer dans leurs vêtements pour montrer qu'ils sont au goût du jour. Donc, l'actualité économique se reflète dans leur linge. Donc, à côté de ça, si vous regardez ici, donc il y a eu l'époque de la petite robe blanche et vraiment, elle a fait des ravages. Il y avait vraiment des Noëls où est-ce qu'on dit la robe blanche avec les broderies en avant, il faut avoir ça pour aller au bal de Noël. Et là, toutes les filles qui voulaient être à la mode se garrochaient chez leur tailleur, se faisaient faire exactement le même type de robe et s'en allaient au bal tous ensemble pour montrer qu'elles étaient à la mode. Et on voit aussi que, en fait, les robes un peu plus tard, ici, on parle plus de 1807, 8, 9, etc., elles n'ont plus de plis en avant. Donc, on aplatit le ventre. Il n'y a que des plis au niveau du buste et il y a une coupure vraiment au niveau en dessous du buste et en dessous, c'est plat. Les plis sont tous concentrés en arrière. Ils ont des traînes, des longues traînes. Et pour signifier que vous êtes prête à danser au bal, vous épinglez votre traîne. Et là, ça veut dire « je veux danser ». Parce que vous ne pouviez pas demander à un homme à danser, malheureusement. Mais c'était comme un symbole pour dire « j'ai épinglé ma traîne, venez me demander ». Le temps passe, et là, les robes, disons, on a oublié un peu qu'on voulait incarner des déesses grecques, et on commence à retrouver certains embellissements qu'on voyait chez les robes avant, des froufrous, des choses comme ça. Donc, on commence à voir aussi des tissus un peu plus rigides apparaître dans les robes. Des soies plus épaisses. En fait, plus la soie est épaisse, plus elle coûte cher. Donc, c'est le fun de montrer qu'on a de la soie épaisse. Donc, ici, on voit vraiment là, les bas des robes, ils ont littéralement là, des plissages super complexes. Ça, c'est à peu près en 1815, en fait. Là. On n'est pas obligé d'avoir toutes celles-là, mais c'est typiquement 1815 comme robe. Et ici, on est 1820, et je trouve qu'on est vraiment rendu très loin, là. Dans l'utilisation du tissu. C'est encore très monochrome. En fait, il peut y avoir des petites variations de couleurs, mais il y a vraiment l'idée de mettre en valeur le textile que l'on a de toutes les manières possibles, avec toutes les techniques de plissage, de décorage, de travaillage, de rembourrage même. Donc, on est vraiment... Et on se prépare, en fait, dans cette robe-là, on voit qu'éventuellement, l'époque victorienne s'en vient, parce que la différence, en fait, avec l'époque victorienne, c'est que la taille va descendre juste un peu plus bas, mais le haut va rester à peu près pareil. Donc, ça va juste être un haut qui va s'allonger et puis les manches qui vont grossir, finalement. Ça, c'est l'étape d'après, mais on n'est plus dans la Régence à cette époque-là. Alors, les couches. Les couches ne sont pas pareilles pour tout le monde. Là, je vous montre à peu près toutes les couches qu'il y a, sauf qu'il y a des gens qui étaient vraiment en mode « je mets presque rien », puis il y a des gens qui étaient en mode « je mets le plus possible parce que je me sens pas du tout à l'aise avec pas de brassière ou presque pas ». Puis ça dépendait aussi de votre âge, OK? Il y a des... Je veux dire, je porte pas les mêmes sous-vêtements que ma tante Gertrude, disons, t'sais. Donc, c'était pareil aussi à cette époque-là. Il y avait aussi une expérimentation au niveau du soutien. C'était la première fois depuis 400 ans qu'on n'écrasait pas le buste des femmes, qu'on cherchait plutôt à le soutenir. C'est quand même notable. Ça fait 300-400 ans là, que ça n'arrivait pas. Donc, ça commence par la petite chemise. Je vais vous les montrer sans les mettre sur le mannequin. On le fera tantôt pour ceux qui sont intéressés. Donc, la petite chemise, toute simple, elle peut avoir ou non une petite corde qui fait le tour du cou pour la resserrer. Elle sert de sous-vêtement de base, vraiment, là. Et elle peut, des fois, ne pas avoir de manches ou des manches plus longues, tout dépendant avec quelle robe elle va être portée. Ensuite de ça, il y a le corset, il y a les bas, que je vous ai déjà montré. Je vais revenir sur le corset tantôt. Il y a, vous allez voir comme ici, ça, c'est une option où est-ce que la brassière est intégrée avec le jupon. Donc, c'est une... voyons, petticoat, crinoline. C'est une crinoline avec le soutien intégré, bas décide.
Ça veut dire qu'il y a comme de la structure dedans. Et puis, tu as une autre couche de jupon qu'on peut rajouter par-dessus ça. Ah, attendez. Vous voyez ce truc bizarre ici, là? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont du courage pour répondre? Ça, là. Ici, là. Des pantalons, oui, c'est ça. Ça ressemble à des manches. Ça ressemble à des manches. Ça ressemble à des poches. Bon, ici, on a des pantalons. Je vais vous montrer c'est quoi. Vous allez rire. C'est ça. C'est des faux pantalons. Alors, il voulait aller aux toilettes facilement, sans avoir à rien descendre, mais il ne voulait pas avoir trop froid. Donc, il y avait comme un genre d'hybride bizarre qui est apparu à l'époque, qui consistait vraiment à se faire un pantalon qui arrêtait à mi-cuisse, puis qui se tenait par des petites cordes, par des systèmes qui n'est pas resté beaucoup d'exemplaires de, parce que les gens n'ont pas gardé ça pour la postérité. Mais c'était vraiment l'idée, c'était de montrer c'était de montrer qu'on avait des pantalons sans en avoir. C'était coquin. Pour ce qui est des corsets, je vous ai montré celui-là ici. Donc, ça, c'est une erreur anachronique. Les lassages n'étaient techniquement pas sur les côtés. C'est parce que je l'utilise pour faire autre chose. Mais il y avait des versions très courtes avec des petits godets pour vraiment faire une place pour les seins. Et puis, il y avait des versions plus longues qui, même si le bas du corps n'était pas montré avec la robe Régence, avec la taille Empire, encore là, pour une question de posture, on voulait quelque chose qui soutienne. De toute façon, si vous avez 30 ans, la Révolution arrive, vous avez passé les, on va dire, 25 premières années de vos vies avec quelque chose ici qui vous tenait droit. C'est un choc de dire « je vais tout jeter ça à la poubelle, puis je m'en vais en chemise de nuit faire la déesse dehors ». Donc, il y a beaucoup de femmes qui préféraient simplement, disons, avoir un corset qui écrasait plus et qui était pas baleiné au maximum, mais il y avait comme quelque chose, on va dire une sorte de gaine qui restait pour beaucoup de femmes qui se sentaient beaucoup plus à l'aise avec ça qu'avec rien, parce qu'elles n'avaient jamais connu rien d'autre. Donc ça, c'est le corset un petit peu plus long. Il les décorait. C'était très joli, franchement, et c'est confortable aussi. C'est pas fait pour être inconfortable. Par-dessus ça, on pouvait rajouter une sous-robe ou un jupon. Donc, c'est vraiment comme une genre de pré-couche pour votre robe. Si vous avez une robe transparente, c'est une pièce assez importante à avoir parce que ça va empêcher les gens de voir trop à travers votre robe transparente. Et puis, ici, on avait aussi une autre couche de petits jupons que je vous ai mentionné tantôt. Et puis, ceux-là, on pouvait les garnir, etc. Ça pouvait être chic de dire, bien, j'ai ma robe avec des petites dentelles, puis par-dessus, je mets une autre robe en chiffon de soie un peu transparent. Et il y avait des effets à créer avec ça comme multicouches. En fait, tu mettais suffisamment de couches transparentes une par-dessus l'autre pour créer un effet très diaphane et sophistiqué. Donc, les femmes jouaient beaucoup avec ces trucs-là pour se créer des pièces renversantes, fabuleuses et à la mode. La chemisette. La chemisette était très importante. La plupart des films et des séries que l'on voit n'utilisent presque pas la chemisette. En réalité, c'était très mal vu en Angleterre d'avoir un grand décolleté le jour. Le jour, on portait une robe de jour. Et comme on n'avait pas tout le temps les moyens de se payer une robe de jour qui monte jusqu'ici, on prenait une chemisette, on la mettait en dessous de notre robe, et le soir, on enlevait la chemisette et on était en décolleté. Voilà. C'était pas compliqué. Donc, on voit ici avec chemisette et sans chemisette, c'est la même robe. Et la dame porte aussi d'autres accessoires pour sortir, dont ses gants et son petit chapeau. Donc, elle était prête à aller visiter ses amis la journée et à rentrer le soir et être prête pour le bal, même si en réalité, elle se changeait habituellement, par principe. Ensuite de ça, il y a les chapeaux, les coiffes, les turbans, tout ça. Il y en a tellement. On va en reparler si vous venez au lundi couture. Il y a plein de tutoriels qui existent. Comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de stock ici, avec toutes sortes de formes possibles et imaginables. On les crée souvent en achetant des chapeaux de paille pas chers sur le marché. J'en ai eu à 1 $ à ma friperie. Je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec. Donc, c'est un chapeau style fardoche pour la ferme. Et j'ai coupé un bout du chapeau comme en suivant un peu ces instructions-là. J'ai complètement créé un petit pouffi ici. J'ai rajouté des rubans et des fleurs et voilà le travail. Ça fait quelque chose. Si vous rajoutez une petite épingle à chapeau là-dedans, ça tient très bien. Donc voilà.
Autre accessoire très important, le châle. Bon, le châle était déjà là avant que les gens parlent du châle pashmina, du cachemire, en fait. Donc, le châle, c'était très important parce que les femmes n'étaient pas très habillées en déesse grecque. Il faisait un peu froid. Les courants d'air n'étaient pas le fun pour Diane et Vénus. Donc, le châle est devenu un accessoire où est-ce qu'on sortait littéralement avec une couverte sur le dos. Et les couvertes se sont sophistiquées et avec la conquête de l'Inde, en fait, il y a des châles qui sont arrivés du Cachemire, qui ont été donnés comme cadeaux, disons, et ils se sont rendus, disons, à plusieurs femmes importantes et il y a eu une véritable frénésie au niveau de ces châles-là. Les femmes en parlaient comme si c'était un individu à part entière, c'est-à-dire qu'on mentionne dans les textes que j'ai été voir telle personne et son châle. Donc, elle avait le châle. Et on parle vraiment comme, tu sais, c'est la chose que tout le village parle depuis 2 semaines. Donc, ça coûtait aussi le prix d'un auto, un châle, pardon. Un châle, même chose. Et on avait tendance à les utiliser pour faire des robes aussi. Donc, on vous voyait sur la deuxième photo, c'est une femme qui a reçu un châle pashmina, cachemire, qui l'a fait transformer en robe. Et qu'il y en a un autre derrière parce qu'elle en a tellement des châles parce qu'elle est riche. Donc, il y avait vraiment une frénésie complètement folle. Ça faisait des trous immenses dans les finances des familles. Il y a eu, disons, ça a provoqué des chicanes. Napoléon, Joséphine collectionnait les châles du Cachemire et Napoléon, qui lui avait donné les premiers châles qu'elle avait eus, lui avait finalement interdit d'en avoir parce que ça faisait trop de dépenses incontrôlable. C'était incontrôlable comme passion. Donc, la réaction de tout ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'industries de filature qui étaient déjà existantes en Angleterre. Au niveau de l'Angleterre, je parle, là. Il y avait déjà beaucoup d'industries de filature et il y a des industries qui se sont mis vraiment en quête de reproduire le châle du Cachemire. C'était extrêmement difficile. Ils n'avaient pas du tout les connaissances. Et je pense que les châles du Cachemire vraiment, vraiment, vraiment complexes, là, ça pouvait prendre jusqu'à 3 ans à tisser. À comme 3 messieurs ensemble sur une espèce de sur un gros ouvrage artisanal, puis tout ça. Donc, c'était vraiment des œuvres d'art incroyables. Ils n'avaient pas les capacités pour faire ça, mais ils se sont dit, c'est pas grave, on va faire notre possible. En particulier à la petite ville de Paisley, dans le nord de l'Écosse, que vous, peut-être, vous souvenez, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent le mot du motif du Paisley. Bon, bien, vous voyez, on les voit ici, là. Ça, ce sont des motifs de Paisley. Et en fait, ce sont, en réalité, ça vient des châles de pashmina. On les voit ici, ils sont comme un peu perdus. Regardez, là, hop, un Paisley ici. Donc, ça veut dire, en réalité, le mot, ça veut dire bouquet. Donc, je me souviens plus vite, là, comme du mot original en Inde, comme qu'est-ce que ça veut dire, mais en gros, c'est un bouquet. C'est un bouquet d'arbres, d'arbustes, de fleurs, etc. Mais à Paisley, ont tellement perfectionné ces motifs-là, ils les ont tellement intégrés à leur châle qui étaient souvent imprimés. Dans les versions les moins chères, c'était vraiment de la laine. On imprime le motif et voilà, c'est parti. En Amérique du Nord et en Europe, on s'est mis à connaître ça sous le nom de Paisley. Donc, c'est la ville où est-ce qu'ils ont fait les meilleures copies des châles. Ensuite de ça, on a les souliers. Il y avait 2 modèles, on va dire. Tu avais le petit chausson plat, très, très confortable. Hein? Le talon est complètement éliminé. Ils n'en veulent plus. Et puis, ensuite de ça, il y a le petit bottillon pour sortir qui pouvait être assez décoré. En fait, les 2 pouvaient être vraiment des objets de coquetterie pas pires. De toute façon, il n'allait pas prendre des longues marches. Bon, à partir de là, nous autres aussi, on est pris avec l'idée de se faire des costumes mesdames. on retourne en fait aux trois possibilités. Donc, vous pouvez vous faire un costume au complet à partir d'un patron. Je n'ai pas encore acheté mes patrons. Je vais le faire bientôt, mais pour ça, je vais vous consulter parce que j'ai besoin de savoir, disons, qu'est-ce que vous aurez besoin. Voulez-vous vous faire la chemisette, le corset, toute la patente, ou vous voulez juste vous faire la robe? Parce que les femmes, vous pouvez seulement vous faire une robe. C'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le kit en dessous. Ça, c'est des maniaques, un peu comme moi, qui ont envie de faire ça. Mais vous pouvez simplement vous contenter de la robe. Donc, je peux présenter plusieurs patrons.
Puis les gens pourront voter ou me dire, je veux celui-là, etc. Donc, on va tous s'obstiner ensemble et être très heureuse d'en parler sur la page Facebook Création de Whitehall. Et puis, à un moment donné, je vais faire un achat, puis ensuite, je vous enverrai vos copies pour que vous puissiez faire des copies de robes si vous voulez. Une robe, si vous voulez un exemple de prix au niveau des tissus, ça, c'est une robe en coton. Elle prend à peu près 5 mètres de tissu. Chez Fabricville, c'est une centaine de dollars, on va dire, à peu près tout ça. Et j'ai fait une robe pour Catherine ici et on a fait une expérience. On a fait venir de la soie de l'Inde directement. C'est arrivé en 6 jours chez nous. Je ne sais pas comment ça s'est passé, combien de pigeons voyageurs ils ont tué dans le processus. Mais le tissu est arrivé chez nous en 6 jours et ça a coûté à peu près 120 $ de tissu. Et c'est de la belle, vraie soie brodée indienne qui se travaille très bien. Alors, si vous voulez, je vous enverrai des liens et vous découvrirez des trucs, franchement, qui peuvent être pas pire agréables. Ça, c'est des modèles de robes tabliers, en fait. Ça veut dire que c'est des robes qui n'ont pas d'attache dans le dos. C'est des robes qu'on peut se mettre tout seul facilement. Donc, si on enlève les petits boutons ici et là, hop, ça tombe. Et en dessous, il reste un laçage. Donc, c'est vraiment comme, disons, quelque chose qu'on embarque dedans, comme un gros jumper. On met les manches, on attache le devant. Ensuite, on remonte le dessus du tablier. Le tablier a bien sûr son petit serre-taille. Donc, on attache le serre-taille dans son dos. Et ensuite, on a ces petits boutons qu'on a ici pour venir attacher la bavette du tablier sur le devant. C'est une manière très simple, vraiment, de se faire une robe parce que ça nécessite très peu de boutonnières et de cossins comme ça. C'est très ajustable aussi à cause du petit lacet. Par contre, il existe d'autres modèles de robes qui sont très intéressantes aussi, ceux qui ont des devants croisés, puis tout ça, qu'on pourrait explorer ensemble. Il existe une grande communauté de fans de Jane Austen qui a produit une quantité phénoménale de patrons qui est disponible. Donc, on pourra tout explorer, tout ça ensemble. Si vous voulez acheter votre costume tout fait, ça se vend, c'est moins cher que le linge d'homme. Pour 300 $, vous vous en tirez avec un costume tout fait. Je ne vous dis pas qu'il va être en soie indienne, mais vous allez avoir quelque chose de très décent pour à peu près 300 $. Et si vous décidez de faire votre costume à partir de pièces de friperie, c'est probablement la manière la moins chère, mais je ne peux pas vous guider parce qu'il y a tellement de possibilités. En fait, je peux vous guider, mais je ne peux pas vous faire un tutoriel d'avance comme j'ai fait pour les hommes parce qu'il y a tellement de choses différentes que vous pouvez trouver pour vous faire une robe. C'est une jupe maxi, une robe, disons, qui n'a pas de taille, que vous allez juste mettre une taille. Il y a tellement d'options pour pas cher que, disons, on va y aller au cas par cas. Vous irez vous promener à votre friperie, vous trouverez peut-être quelque chose de magique, vous reviendrez, vous asseoirez devant Discord avec moi, puis on discutera ensemble de toutes les manières que vous pouvez arranger ça pour que ça ait beaucoup de gueule pour pas cher. Alors, c'est la fin. J'espère que vous avez aimé ça. Et pour tous les plus motivés d'entre vous, joignez-vous au groupe de création de Whitehall. C'est là que toutes les annonces seront faites et que le lien Discord sera donné pour tous ceux qui ont envie d'y participer. Alors voilà, merci.
I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Oh, things that you say. Yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two.
so fast. And I want the same as you. Ages hunting us all down, but I look alright by your side. And how you smile while your dress is burning inside out. Oh my. And I want all of you. People dancing outside what I'm drinking inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one. And I want all of it. And I want all of it. And I want all of you. And I want the same as you. Her face when you were looking for a while, with not a trace that were underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice
so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time through no fault of mine. She can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown that was unturned by the sharp alarm, and you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. Enough might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the worth she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time through no fault of mine. She can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. She wasn't like the best thing under the sun. Yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait.